Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marie du coup pour votre continuité pédagogique en seconde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup, chapitre 2 de chimie du coup, modéliser la matière. On a fini le chapitre 1, le chapitre 2, le contrôle arrive incessamment sous peu, donc du coup il est temps d'aller réviser. Et je reprends du coup le cours dans cette vidéo, puis les exercices dans une autre vidéo, afin de vous aider à réviser, ou pour ceux qui n'étaient pas là du coup, pour vous aider à comprendre ce que vous avez loupé. On se met une petite musique et on y va. Allez, c'est parti. Tac. Donc du coup, chapitre 2, modéliser la matière. J'ai repris du coup la petite image de fond qu'on avait fait en cours, hein, que vous avez eu sur votre document qui avait à coller. Je vous rappelle que les autres documents que vous n'avez pas collés, du coup, vous les gardez bien, parce que quand on va repartir en chimie, on va devoir les coller à la suite. Alors, premièrement, caractériser la matière. Et grand A, espèce chimique, je vais vous rappeler ce que c'est une espèce chimique. On avait dit dans le premier chapitre une définition, cette fois-ci je vais la compléter, on va aller un peu plus loin. On va dire qu'une espèce chimique, du coup, c'est la collection en fait d'un nombre très élevé d'entités chimiques. Et je vous rappelle qu'une entité chimique, c'est soit un atome, soit un ion, soit une molécule. Donc du coup, dès lors que j'ai dans un échantillon un nombre très élevé de la même entité chimique, eh bien je peux dire que là j'ai affaire à une espèce chimique. Ok ? Alors, parmi les entités chimiques, on commence par l'atome. On dit que l'atome est une entité chimique, mais c'est aussi la plus petite entité chimique, vu que la molécule est composée de plusieurs atomes et que l'ion, en fait, est soit composé d'un atome qui a perdu ou gagné un électron, ou plusieurs électrons, ou d'une molécule qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, bah forcément un ion il découle de la définition d'atome et de molécule. Et vu que molécule est composée de plusieurs atomes, et bien du coup l'atome c'est la plus petite entité chimique que vous pouvez trouver, c'est vraiment la brique élémentaire de chaque matière. Il est électriquement neutre, ça veut dire qu'il ne porte pas de charge électrique, ou plutôt qu'il porte des charges électriques entre les différents constituants de l'atome, mais qu'elles se compensent. Par contre, l'atome, lui, il a la capacité en fait de caractériser une entité chimique ou un élément chimique bien distinct. Donc chaque élément chimique a ce qu'on appelle un atome qui le caractérise, ou plusieurs versions de cet atome, même on verra ça par la suite, mais un atome est toujours caractéristique aussi d'un élément. Une molécule, vu qu'elle est composée de plusieurs atomes, bah on peut dire que c'est une entité chimique qui est composée d'au moins 2 atomes, parce que si elle est composée d'un atome, bah ce n'est pas une molécule, c'est un atome. Dès que vous en mettez deux du coup ensemble, vous obtenez une molécule, et bien sûr vous pouvez recommencer l'opération autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec une molécule à 2 atomes, 3, 4, 10 000, 1 milliard. Ok ? Il n'y a pas de limite dans le nombre d'atomes qu'il y a dans une molécule, et tous les développements de l'industrie plastique, etc., tendent à confirmer ceci, parce que la polymérisation en fait de molécules plastiques, eh bien c'est une chaîne ininterrompue de plein de molécules qui ont été mises bout à bout, et donc du coup on peut rallonger la chaîne à l'infini tant qu'on ne décide pas d'arrêter, on peut la rallonger, et donc du coup il n'y a pas de limite supérieure au nombre d'atomes qu'il y a dans une molécule. La molécule, vu qu'elle est faite d'un nombre précis d'atomes, eh bien si vous rajoutez un atome électriquement neutre à un atome qui était déjà électriquement neutre et que vous le faites plein de fois, eh bien la charge électrique ne va jamais bouger. Donc si si l'atome est électriquement neutre, la molécule va aussi l'être. L'ion par contre, c'est une entité chimique qui porte une charge électrique. Donc dès lors que vous avez un atome ou une molécule qui était électriquement neutre, et que vous rajoutez ou vous retirez un ou plusieurs électrons, eh bien vous perturbez en fait l'équilibre qu'il y a entre les charges positives et négatives, qu'on va revoir après, hein, et vous créez du coup ce qu'on appelle un ion. Dès lors que vous avez plus d'électrons que de protons, forcément vous avez un ion qui est négatif, parce que il y a un excès en fait de charge négative, et donc cet ion qui est chargé négativement, on appelle ça un anion, A-N-I-O-N. Par contre, dès lors qu'on retire des électrons, eh bien on va inculquer en fait un défaut d'électrons par rapport aux protons, ou un excès de protons par rapport aux électrons, et donc on a un excès de charge positive par rapport aux charges négatives. L'ion du coup est chargé globalement positivement, et donc du coup on a affaire à un cation. B. Composés ioniques. Alors les composés ioniques sont des assemblages en fait de plusieurs ions. Et en général, vous avez des cations, des anions, dans des proportions bien distinctes. Le seul but qu'il y a, c'est que le composé ionique, vu que c'est un solide à la fin, doit être électriquement neutre. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Si vous avez un cation quelque part, il y a quelque part un anion qui va venir le compenser. Et si c'est pas assez pour le compenser, eh bien il y aura plus d'anions pour compenser ce cation qui est trop fortement chargé.
Donc du coup, la somme des charges des anions et des cations doit être nulle. Ça c'est une propriété fondamentale de la matière. Vous ne pouvez pas avoir de matière chargée de manière locale et isolée. Vous pouvez pas en fait prendre un cube dans l'espace et dire bah là il y a un anion mais il n'y a pas de cation. Ça se fait pas. Si vous avez eu formation d'un anion, c'est que quelque part il y a un cation qui lui est associé. C'est obligatoire. Et donc du coup ça implique un grand principe qui est celui de l'électroneutralité de la matière. Il est très simple, c'est un terme très compliqué, électroneutralité, bah, neutralité électro-électrique, donc du coup une neutralité électrique de la matière, c'est que la matière est électriquement neutre, et le principe du coup qui en découle est tout simple, c'est tout échantillon de matière est électriquement neutre. Il n'existe pas de charge dans un échantillon de matière, ou s'il en existe, et bien dans ce même échantillon, il y a la charge opposée qui va venir la compenser, et globalement du coup l'échantillon est neutre, ok? Vous prenez n'importe quelle pot ou une bouteille, je sais pas, et bien s'il y a des charges électriques quelque part, et bien dans cette même bouteille, il y a toujours les charges électriques du signe opposé qui vont venir les contrebalancer. Si bien que la bouteille en elle-même, tout le contenu est globalement neutre si vous le prenez en son ensemble. Je prends deux exemples du coup, NaCl par exemple le chlorure de sodium que vous avez dans votre sel de cuisine, hein, c'est le constituant principal de votre sel de cuisine. Il y a des fois des iodures aussi mais bon, le principal constituant c'est NaCl. Et bien il est composé de cation Na+, et d'anion Cl-. Et donc du coup vous voyez bien que la somme des charges des plus et de la charge des moins se compense vu que vous avez un même nombre de Na que de Cl qui portent chacun un plus et un moins. Donc du coup il y a bien compensation des charges. CaF2 par contre lui le difluorure de calcium est un composé ionique qui est formé de cation Ca2+, et d'anion F-. Donc du coup vous voyez bien que là 2 plus et 1 moins ça se compense pas, il va rester un plus qui n'est pas contrebalancé. Et bien si vous avez du coup une non neutralité des charges, et bien ça veut dire que les F- en fait vont être 2 fois plus nombreux pour compenser. Et si vous regardez bien, ben F- effectivement il n'y a qu'une seule charge moins, et on s'attendrait du coup à avoir un F2- pour compenser le Ca2+. Bon premièrement c'est pas le cas parce que F2- n'existe pas, ça n'existe pas F2-. Et deuxièmement, en fait, si vous avez que Ca et F, eh bien vous allez du coup mettre 2 fois plus de F- pour compenser un seul Ca2+. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que la formule brute ici, CaF2, eh bien on peut aller aussi Ca1F2, donc pour 1 Ca, vous avez 2 F, tout simplement. Identité de la matière, on va partir un petit peu plus en deçà du coup de l'atome. On sait que l'atome c'est composé de choses à l'intérieur. On sait que l'atome c'est pas la brique élémentaire de la matière mais qu'il y a encore en dessous. Et on va venir s'attaquer du coup aux particules subatomiques. Donc l'atome, il est composé d'un noyau, d'un nuage électronique. Là j'ai essayé de mettre des couleurs pour essayer de vous faire la relation. Le noyau du coup, il est constitué de protons. Le noyau écrit en violet du coup, c'est le cadre violet. Le noyau il est composé de protons, sont chargés du coup positivement, électriquement positivement. Et les neutrons qui eux, comme leur nom l'indique, sont neutres. Ok. Ensuite, le nuage électronique lui il est composé d'électrons. En même temps dans l'électronique vous entendez électrons. Donc forcément vous pouvez pas avoir autre chose. Le nuage électronique c'est que pour les électrons. Et après le noyau, proton, neutron. Qu'on appelle du coup ensemble nucléon, en particule du noyau, parce que nucléus en latin. Ensuite, un proton est chargé positivement, et un électron du coup est chargé négativement. Et vu que l'atome du coup est électriquement neutre, on en déduit qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Et vu qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome, et bien du coup la charge qu'il porte est égale. On peut faire le raisonnement inverse aussi, que je vous ai donné en cours. C'est-à-dire que si le proton est électriquement autant chargé que l'électron ne l'est négativement, si en gros le proton il est 1+, et que l'électron il est 1-, si vous voulez, et bien du coup il faut autant d'électrons que de protons dans un atome pour avoir une neutralité de la charge et respecter le principe d'électroneutralité de la matière. L'ordre de grandeur de la taille d'un atome est environ de 100 picomètres. On avait fait le tableau en cours de conversion, je vous invite à le refaire. Et bien du coup ça correspond en fait à une taille de 100 fois 10 puissance moins 12 mètres, ok. Sachez que le picomètre c'est la 12e colonne qu'il y a à droite du mètre, c'est le 12e sous-multiple du mètre. Donc forcément, eh bien, la valeur qu'il y a en picomètre, c'est égal à cette même valeur fois 10 puissance moins 12, la 12e colonne moins grande que le mètre, en mètres.
En notation scientifique, du coup, ça donne 1,00 fois 10 puissance moins 10 mètres. Parce que le 1, en fait, de l'unité que vous prenez ici, il est dans la 10e colonne qui est située en deçà du mètre. Donc du coup, 1, j'ai des unités, 0,00, donc 10e centième. Donc du coup, la première et la deuxième colonne après l'unité, fois 10 puissance moins 10, 10e colonne après le mètre, mètre. Ok? Entraînez-vous bien sur les conversions, c'est super important. C'est quelque chose qui va vous sauver la vie dans pas mal de cas, dans pas mal de calculs mentaux aussi. Les puissances de 10, c'est vraiment très très fort. B. Noyau de l'atome. Alors du coup, on a vu à peu près la composition du noyau et celle du nuage électronique. On va s'attarder un petit peu plus sur le noyau cette fois-ci. Et bien sachez que le noyau, en fait, en notation conventionnelle, on va dire qu'il est composé d'un nombre A de nucléons et d'un nombre Z de protons. Ça veut dire que du coup, s'il y a A nucléons qui sont chacun soit de type neutron, soit de type proton, et bien du coup, s'il y a Z protons, et bien vous faites A-Z et vous trouvez le nombre de neutrons. Si vous avez par exemple 15 élèves dans la classe et qu'il y a 10 filles, et bien vous allez faire 15 moins 10 égale 5 garçons. Ok, pour trouver l'autre type de nucléon, il suffit de prendre le total et d'enlever toute la population du premier type. Ensuite, le noyau est conventionnellement noté AZX du coup. On va baisser un peu le son de la musique. Le noyau du coup est conventionnellement noté AZX. Donc ça veut dire qu'on met le nombre de nucléos en haut et on met le nombre de protons en bas, suivi ensuite du symbole de l'élément. Le noyau par contre, en remarque, vous mettez en dessous qu'il représente à peu près la totalité de la masse de l'atome. C'est-à-dire que si vous prenez le nuage électronique et que vous l'enlevez de l'atome, eh bien la masse de ce qui va rester ne va pas sensiblement changer. Vous allez avoir une variation de moins de 1%. En gros, du coup, le nuage électronique ne compte quasiment pour rien dans la masse de l'atome. La plupart de la masse de l'atome est concentrée vraiment dans le noyau. C'est vraiment plus de 99%. Par contre, la taille du noyau est environ 100 000 fois plus petite que celle de l'atome. Attention, c'est de l'atome, c'est pas du noyau, je me suis planté. Donc la taille du noyau est environ 100 000 fois plus petite que celle de l'atome. C'est-à-dire que si on enlève le nuage électronique, eh bien le noyau, du coup, l'atome devient 100 000 fois plus petit. Donc il faut absolument comprendre que la plupart de la taille de l'atome, la responsabilité revient au nuage électronique, mais par contre que la masse de l'atome, la plupart de la responsabilité vient du noyau. Alors les particules élémentaires, vous aviez une fiche à coller. Je vous rappelle du coup que la masse de l'électron, bah, elle est beaucoup moins grande que celle du neutron ou du proton, qui est sensiblement la même. Hein. La charge du coup du neutron c'est 0 coulomb, et la charge de l'électron bah, c'est moins E, moins 1,6 10 puissance moins 19 coulomb, à l'inverse du proton qui elle c'est la charge inverse du coup 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Ça on l'avait marqué dans le cours juste après dans le grand B, charge élémentaire. On dit que la charge élémentaire, petit e, c'est ce qui représente la plus petite quantité de charge que je peux trouver dans un atome, dans une brique élémentaire, dans n'importe quoi. En fait, on peut pas trouver plus petit comme valeur de charge électrique que ce petit e. C'est une constante élémentaire, c'est-à-dire qu'on peut pas trouver plus petit. Si je parle de masse élémentaire, c'est-à-dire qu'on pourra pas trouver une masse plus petite que ce que je vais désigner. Si je parle, je sais pas, de pression élémentaire par exemple, et ben, je pourrais pas trouver une pression plus petite que celle que je vais vous définir. Et bien cette charge électrique élémentaire du coup elle est notée petit e et elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. C'est-à-dire que toute charge électrique que je vais trouver dans le monde, ce sera forcément un multiple de E. Je peux pas trouver autre chose. Ensuite, un proton du coup bah, ça apporte une charge 1,6 puissance 10 puissance moins 19 coulomb, alors que la charge opposée du coup pour l'électron est de moins 1,6 moins 10 moins 19. Ça j'avais déjà mis dans le papier que je vous ai fait coller donc dans la diapo d'avant. Et vu qu'il y a autant d'atomes, enfin il y a autant de protons que d'électrons dans un atome, bah l'atome il est bien électriquement neutre. Quoi. Voilà. Grand 4, comportement de la matière. J'ai pas loupé de diapo, hein. Ouais, c'est bon. Grand 4, comportement de la matière. Donc du coup là on va plutôt s'intéresser à la configuration du nuage électronique, donc au rangement en fait qu'il va y avoir des électrons dans le nuage électronique. La configuration électronique ça correspond, comme je viens de le dire, du coup au rangement des électrons dans le nuage. Vous, chez vous, vous rangez vos vêtements dans des placards, des armoires, etc. Et dans ces armoires ou dans ces placards, vous avez des étagères, donc du coup vous avez ce qu'on appelle dans l'atome une couche, l'armoire, ok. Et dans l'armoire, du coup vous avez des sous-couches, des étagères, par exemple. Et ces numéros de couches, du coup, représentent
sont portés pardon, par un numéro, et le numéro représente en fait l'éloignement que la couche a par rapport au noyau. Donc imaginez un oignon, si je commence à prendre le noyau de l'oignon, eh bien la première couche qui va être créée va être recouverte au-dessus du noyau, puis la deuxième couche encore au-dessus, et la troisième couche encore au-dessus, etc., etc. Il n'y a pas vraiment de limite pour l'oignon, il n'y a pas vraiment de limite pour l'atome non plus, si ce n'est qu'au bout d'un moment, les atomes, on n'arrive plus à les construire, donc du coup, on est limité pour l'instant à 7-8 couches, voilà. Dans tous les cas, nous en seconde, on va s'attarder sur les 3 premières couches, parce qu'après ça devient très compliqué, il y a beaucoup d'exceptions. Et ça ne servirait à rien pour l'instant à votre niveau de les comprendre ou de les savoir, donc on s'arrête aux 3 premières couches. Donc les couches 1, 2, 3. Il faut savoir du coup que dans ces sous-couches, enfin dans ces couches, on a affaire à des sous-couches. Dans la une, il n'y a que la première sous-couche, un S. Et donc du coup, dans les couches 2 et 3, nous allons avoir 2 sous-couches qui vont apparaître, donc 2 étagères à ces armoires, hein, qui s'appellent S et P. Pour chaque couche, du coup, vous avez un nombre de sous-couches différents, et ces sous-couches peuvent accueillir un nombre d'électrons différents. Imaginez que vous avez un meuble avec un tiroir et un placard dedans, et bah du coup le placard va accueillir beaucoup plus de choses que votre tiroir, c'est normal. L'accessibilité sera pas la même, et la capacité du coup sera pas la même non plus. Donc il faut savoir que toutes les sous-couches, qu'elles soient S, P, etc., nous on s'attardera sur S et P pour l'instant, eh bien elles ont une place qui est limitée mais qui est constante. Ça par contre ça ne changera jamais, et c'est vraiment la seule constante que vous pouvez apprendre par cœur, c'est que la sous-couche S possédera que 2 places pour accueillir des électrons, et la sous-couche P accueillera à chaque fois 6 électrons et pas un de plus. Alors du coup dans 1S, dans 1 vous avez la sous-couche S qui a 2 places, donc du coup dans le rangement 1S, à l'armoire 1 étagère S, dans la couche 1 sous-couche S, bah vous avez 2 places. Et donc du coup les électrons que je vais ranger dedans, ils s'appelleront 1S1, 1S2. Pour la couche numéro 2, du coup vous avez 2S et 2P. 2S a 2 places, donc vous pourrez remplir jusqu'à 2S2. Et 2P du coup 6 places, donc là vous pourrez remplir jusqu'à 2P6. Et pareillement pour 3, vous avez S et P, donc vous pourrez remplir jusqu'à 3S2 et 3P6. Si vous calculez bien, du coup vous avez 2 places dans 1, vous avez 8 places dans 2, vous avez 8 places dans 3, qui sont respectivement divisées entre 2 places dans 2S2, dans 2S, dans 3S, et 6 places du coup dans 2P et 3P. Et donc du coup, si vous calculez bien, 1, 2 places, 2, 8 places, 3, 8 places, 8 et 8, 16 et 2, 18. On rangera du coup ensemble en seconde que les 18 premiers éléments. Je ne pourrais pas vous donner une question sur des éléments suivants en termes de rangement d'électrons. Petite définition en plus, on appelle du coup électrons de valence, non pas les électrons qui viennent de la ville de Valence, ça n'a rien à voir. Ce sont les électrons qui sont présents sur la couche de valence, et la couche de valence c'est quoi? C'est la couche de plus haute énergie. C'est celle qui a demandé le plus d'énergie à l'atome pour être créé. Bah pour l'oignon, la couche qui demande le plus d'énergie pour être créée, c'est la dernière couche, celle qui est la plus grande. Ok, celle qui est juste à côté du noyau est toute petite, ça ne demande pas grand chose. Alors que celle qui est tout loin du noyau, là, elle est très grande, il y a beaucoup de superficie, il y a besoin de beaucoup d'énergie pour la créer. Beaucoup de matière, etc. Donc du coup, la couche de plus haute énergie, celle qui possède le plus haut chiffre, c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Et donc du coup, les électrons qui sont rangés dans cette couche sont appelés électrons de valence. Attention, quand on parle d'électrons, par exemple 3S et 3P, c'est pas les 3P qui sont de valence, et les 3S, on les appelle électrons de cœur. Non, pas du tout. Ce sont tous les électrons qui sont rangés dans 3S et dans 3P. Parce que c'est la couche 3 qu'on considère comme couche externe. On ne parle pas de sous-couche externe, toujours de couche externe. Donc si vous avez ouvert la couche numéro 2 et pas la 3, la couche numéro 2 est couche externe. Si vous avez ouvert la 3, bah la 3 est couche externe. Ok ? Alors il y a une petite relation entre la configuration électronique que vous faites et la position dans votre périodique où sont rangés les éléments. En fait, à chaque fois que vous allez faire votre configuration électronique, eh bien le numéro de la dernière couche que vous allez ouvrir, ce sera le numéro de la ligne sur laquelle du coup sera rangé l'élément. Ligne qu'on appelle aussi période, d'où le terme tableau périodique. Tableau avec des lignes, quoi, si vous voulez. Le nombre d'électrons de valence, lui, à quoi il sert? Il va servir du coup à désigner la colonne où va être rangé votre élément dans le bloc que vous avez considéré. Et les blocs, ils ont les mêmes noms que les sous-couches. Donc du coup, si je prends un exemple comme le silicium, qui a de configuration 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2, ce que vous avez en dessous, hein, dans le cadre jaune là, et bien du coup, la dernière couche que j'ai ouverte, c'est bien la 3. Donc la 3, c'est donc apparenté à la troisième ligne du tableau périodique. Donc du coup, mon silicium, je sais qu'il est troisième ligne.
Après, dernière sous-couche que j'ai ouverte, c'est P. Donc du coup, je sais qu'il est dans le bloc P, le bloc de droite. Je vais revenir après sur les blocs. Et enfin, deuxième colonne, parce que quand vous regardez le dernier chiffre qu'il y a ici, et bien du coup, il vous donne le numéro de la colonne. Donc je sais que mon silicium, qui a 4 électrons de valence, hein, les 2 et 2 qui sont rangés ici dans la couche 3, donc 2 plus 2, 4 électrons de valence, et bien cet élément, il va être rangé troisième ligne, ok, deuxième colonne du bloc P, tout simplement. Et quand vous regardez, bah, le silicium, il est bien ici. Donc du coup, 1, 2, 3, troisième ligne. Ça, c'est le bloc S que vous avez ici, là. Les deux premières colonnes, c'est le bloc S. Sachant qu'il y a un petit trou ici, pour l'exception qui est l'hélium. L'hélium, en fait, il se comporte comme un gaz rare. Chaque famille des bleus ciel ici. Mais de configuration électronique, il devrait être ici. Et donc du coup, dans le rangement, on n'a pas su faire mieux. Parce qu'on pouvait pas le dupliquer, on peut pas le mettre à gauche et à droite. Donc du coup, on l'a mis à droite en sachant que, en vrai, il est dans le bloc S. Voilà, donc c'est la seule exception du tableau. Donc bloc S, les deux premières colonnes ici. Le bloc P, c'est le cadre que je trace ici avec ma souris. Donc du coup qui va du néon, là, le 10, jusqu'au bord, le 5. Qui descend jusqu'au thallium. Et qui remonte jusqu'au radon. Ce sera mieux parce que les éléments qui sont ici en fait, ils sont pas... Ils sont moyens. Ils sont moyens en fait, ils sont... On peut pas faire de chimie avec, donc du coup on va pas les considérer. Bref, bloc P, celui qui est là. Bloc S, celui qui est là. Pour ceux qui sont intéressés, le bloc où il y a tous les roses là. Et un petit peu de gris. Donc qui s'arrête à la colonne du bord, hein, qui s'arrête à la colonne 13. Donc la colonne 3 à 12, ça s'appelle le bloc D. Et les deux lignes qui est en bas là, en violet rose, avec le lantane et l'actinium là, qui font les deux lignes qui sont en deçà du tableau, ça s'appelle le bloc F. Donc du coup ça vient des noms scientifiques qu'on a donnés aux premières énergies qu'on a mesurées des atomes. Donc du coup S pour sharp, P pour principal, D pour diffuse et F pour fundamental. Donc c'est des termes anglais, donc du coup j'utilise un minimum d'accent, hein, vous m'excuserez. Donc du coup silicium, deuxième ligne du bloc P, donc enfin deuxième colonne du bloc P, donc la colonne 14, et troisième ligne, donc du coup on est bien à l'intersection des deux, tout va bien. Famille chimique, donc du coup grand C, on verra ça et après on s'arrêtera. Les éléments chimiques sont regroupés dans une même colonne, sont appelés, forment, désignent une famille chimique. Une famille chimique c'est quoi en fait? Les éléments qui sont dans la même famille chimique ou dans la même colonne tendent à avoir en fait les mêmes propriétés physico-chimiques, les mêmes, comment dire, les mêmes réactivités, le même comportement en fait vis-à-vis d'une réaction. C'est-à-dire que par exemple, si je viens apprendre le chlore, qui est ici, que vous connaissez bien, qui fait une réaction qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, vous avez vu que si on met du nitrate d'argent avec des ions chlorure, ça fait un précipité blanc qui noircit à la lumière. Eh bien, si jamais je mets du brome à la place du chlore, eh bien normalement ça devrait marcher. Si je mets de l'iode à la place du brome, bah normalement ça devrait marcher aussi. Voilà, en fait, il y a des choses qui font des réactions, et bien toutes les choses qui vont être dans la même colonne vont faire le même type de réaction, peut-être moins bien, peut-être mieux, mais en tout cas elles vont donner le même résultat. Ok? Voilà que c'est une famille chimique. Donc après, bon bah la première colonne, les alcalins, alcalino-terreux pour la deuxième, l'avant-dernière c'est les halogènes, et la dernière, celle que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les gaz nobles. Donc du coup ce sont ceux qui possèdent 8 électrons de valence sur leur couche externe. Et ces éléments-là, qu'on appelle les gaz nobles, ou les gaz rares aussi, parce qu'ils sont assez rares à trouver, ils ne participent pas lors de réactions chimiques, parce que bah, ils sont déjà stables et qu'ils n'en ont pas envie. Tout simplement. Voilà, c'est fini du coup pour ce cours, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Les exercices du coup que vous devez travailler pour le contrôle, ce sont ceux-ci, on les a déjà corrigés en cours. Et la vidéo du coup pour les retracer arrive très prochainement. Je vous remercie pour votre écoute et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.